Bonjour, aujourd'hui on va faire la section 3.12, la charge et la décharge d'un condensateur. Dans le fond, on va se demander, si je mets un condensateur dans un circuit, mais pas tout seul, avec une résistance, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le condensateur va se charger ou se décharger de la même façon que quand je faisais juste le brancher avec une pile? Mais c'est sûr que la réponse c'est non, sinon on aurait une belle section qui sert à rien en ce moment. Donc on va partir de notion qu'on connaît déjà, dire que si je branche mon condensateur qui a une capacité C sur une pile ou à un endroit où la différence de potentiel peut devenir epsilon comme valeur maximale, mais il y a une certaine quantité de charge qui peut s'accumuler sur le condensateur. Donc on va l'appeler QCC, la quantité de charge sur mon condensateur quand il est complètement chargé. On va commencer avec ce condensateur-là qui est déjà chargé, c'est-à-dire qu'on l'a branché avec une pile qu'on ne montre pas sur le schéma, il est complètement chargé. Là, je prends mon condensateur déjà chargé et je le place dans ce circuit-là ici. Donc, il est là, il est chargé. Sur le condensateur, il y a une différence de potentiel delta Vc qui correspond à la quantité de charge sur la capacité. Donc, toujours mon Q égale à C fois delta V. La différence de potentiel sur ma résistance, en ce moment, c'est zéro. Le circuit est ouvert, donc il n'y a pas de courant, il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire qu'il y a nécessairement un delta V nul sur la résistance. À l'instant t égale 0, on va fermer cet interrupteur-là. Donc s'il n'y avait pas de résistance, qu'est-ce qui se passerait? Bien, toutes les charges négatives qui sont ici iraient très rapidement, juste l'autre bord, et ça serait fini, le condensateur serait complètement déchargé. Toutes les charges moins viendraient annuler les charges plus qui sont là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Que fait la résistance dans ce circuit-là? On va faire en sorte que la différence de potentiel ne va pas tomber à zéro instantanément. D'ailleurs, je peux faire la loi des mailles et dire ben, delta Vc moins delta Vr doit donner 0. Donc, mon électron qui s'en va comme ça, il va passer dans la résistance. Et plus les électrons vont passer dans la résistance, bien, plus il y a de courant. Évidemment, cette valeur de courant-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va diminuer avec le temps. Pourquoi? Mais parce qu'évidemment, plus il y a de charges qui partent d'ici et qui s'en vont par là, moins il en reste. Et donc, moins il peut y en avoir qui se déplacent dans le circuit, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y en ait plus. C'est-à-dire qu'au début, il y a beaucoup de charges, il y en a un paquet qui partent à l'instant initial, qui vont s'en aller par là, et plus le temps va passer, moins il va rester de charge, et moins il y en a qui vont se déplacer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et donc, la valeur de mon courant va diminuer en fonction du temps, va diminuer en fonction de la quantité de charge. Et le courant, c'est la variation de la charge en fonction du temps. Donc, je mets un moins ici juste pour dire que cette valeur-là, la valeur du courant, elle est en diminution. Elle va diminuer avec le temps. Donc, dans mon équation, c'est ma loi des mailles. Je peux remplacer delta Vc par Q sur C et delta Vr par Ri. Et je sais que I, c'est moins dQ sur dt. Qu'est-ce que ça va donner? Je remplace ça, je remplace le i dans l'équation et c'est pas très joli comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ce qui a rapport avec la variable q d'un côté. Donc j'ai dq ici sur q, puis tout le reste de l'autre côté. En fait, ici, il se ramasse à droite, moins dt sur rc. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer de chaque côté. On va intégrer de l'instant initial, qui était à t égale 0, où la valeur de la charge était QCC. On a commencé avec un condensateur complètement chargé, jusqu'à un instant t quelconque où la quantité de charge va être Q, une valeur de charge quelconque à cet instant t quelconque-là, qui pourrait être l'infini, mais là on ne cherche pas à savoir ce qui se passe à la fin, juste à un instant autre que 0. Qu'est-ce qui arrive si j'intègre? Bon, l'intégrale de dq sur q, ça donne ln de q, et l'intégrale de dt, hein, R et C, c'est des constantes, donc je peux les sortir en avant, j'ai moins 1 sur RC, l'intégrale de dt, ça donne t, intégré de t à 0, ce qui fait t. Donc ça va rester moins t sur RC. Et ici, l'intégrale de dq sur q m'a donné ln de q, et ma valeur initiale QCC, ma valeur finale q. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va distribuer nos deux bornes d'intégration, genre ln de q, ici, moins ln de QCC. Donc ma borne est supérieure en premier, moins l'équation, mais en remplaçant la valeur Q par la borne inférieure. Donc ça me donne cette équation-ci. Évidemment, quand j'ai des logarithmes, je peux simplifier ça en disant que ln de Q moins ln de QCC, c'est la même chose que ln de Q sur QCC. Ça, c'est équivalent. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez choisir des chiffres puis vérifier que ça marche. Maintenant, j'aimerais ça me débarrasser du logarithme naturel parce que j'aimerais ça isoler Q ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut appliquer
l'exponentielle, donc E. Donc, je vais avoir exponentielle de ln, ça s'annule, donc je vais avoir Q sur QCC, qui me donne E exposant moins T sur RC. Donc, évidemment, faites attention, ça c'est mon exponentielle. Ce n'est pas la charge élémentaire, c'est pas la même affaire pantoute. C'est bien important ici que le E, vous ne le remplaciez pas par la valeur de la charge élémentaire. Ça va être très différent comme résultat. Qu'est-ce que ça va nous donner si j'isole Q maintenant? Mais je vais avoir Q qui est QCC exponentielle de moins T sur RC. Le R fois C, on appelle ça la constante de temps, qu'on représente par la lettre tau, tau minuscule ici. Donc tau qui est RC et R fois C, tau, on l'appelle la constante de temps, c'est vraiment en secondes, donc c'est une unité de temps. En fait, j'ai du temps sur du temps, des secondes sur des secondes, puis l'exposant ici n'a pas d'unité. Il ne faut pas qu'il y en ait, là, parce qu'on a des coulomb ici, puis on a des coulombs ici. Il ne faut pas que ça multiplie par une unité weird quelque part. Donc, c'est vraiment des secondes sur des secondes. L'équation ici, on va l'écrire généralement sous cette forme-ci, c'est-à-dire que la quantité de charge sur mon condensateur correspond à la quantité de charge initiale, maximale, multipliée par l'exponentielle de moins T sur tau. Donc, plus il y a de temps qui est passé, plus la valeur de Q va être petite. Si je pose un T égal à l'infini, mais la quantité de charge va tendre vers 0. Tau étant dépendant de la résistance et du condensateur que j'utilise dans le circuit. Donc, ce que ça va faire, c'est que initialement, on a une quantité de charge QCC sur le condensateur, et plus le temps va passer, plus la quantité de charge va diminuer jusqu'à ce que le condensateur soit complètement déchargé. Le temps que ça prend pour avoir perdu la moitié de la charge, on appelle ça le temps de demi-décharge. On va des fois appeler ça aussi juste la demi-vie, parce que c'est un peu le même principe qu'avec la radioactivité, que vous verrez dans le cours d'ondes et physique moderne de la session prochaine. Donc, dans ce cas-ci, le temps de demi-décharge, c'est le temps que ça prend pour perdre la moitié de la charge, et donc que la charge sur le condensateur devienne QCC sur 2. On peut déterminer une équation simple pour calculer le temps de demi-décharge en disant, bon, ben, je veux que la charge finale soit la moitié de la charge initiale. Je reprends mon équation de tantôt, Q qui est QCC exponentielle de moins T sur tau, et je vais remplacer Q par 1 demi de QCC. Qu'est-ce que ça va faire? Évidemment, je n'ai plus besoin de connaître la charge de QCC, donc je n'ai pas besoin de connaître la charge qu'il y avait sur le condensateur initialement. J'enlève le QCC de chaque côté, et je remplace T par T1 demi, qui est le symbole qu'on va utiliser pour représenter le temps de demi-décharge. Donc, je cherche à isoler ici T1 demi. J'ai 1 demi qui est égal à l'exponentielle de moins T1 demi sur tau. Je vais faire le logarithme naturel de chaque côté, donc genre ln de 1 demi, et ln d'exponentielle, ça s'annule, il reste moins T1 demi sur tau. Ln de 1 demi, c'est la même chose que moins ln de 2. Et donc, si je l'isole dans l'équation, je vais avoir T1 demi qui est égal à tau fois ln de 2, où tau vaut R fois C. Donc, ce qu'on va observer, c'est qu'au bout d'une demi-vie, d'un temps de demi-décharge, d'une fois T1 demi, il va rester la moitié de la charge. Remarquez qu'au bout de 2 T1 demi, on n'est pas rendu à 0. On perd la moitié de la charge dans le premier temps de demi-décharge. Mais si on attend un deuxième intervalle de temps, ce même intervalle de temps-là, on va perdre la moitié de ce qui restait et non la moitié de ce qu'il y avait au début. Donc, ça veut dire qu'après une fois T1 demi, il reste la moitié. Après 2 fois, il reste un quart. Après 3 fois, il reste un huitième, etc. Donc, ça tend vers 0. Mais ça ne descend pas à 0 en 2 fois T1 demi. On perd la moitié de la charge à chaque T1 demi, à chaque temps de demi-décharge. On peut aussi regarder comment le courant varie dans le circuit. On a dit tantôt que le courant, c'est la variation de la charge en fonction du temps et que le courant diminue avec le temps. Donc, si on prend l'équation qu'on a trouvée tantôt, on a dit que Q, la charge sur le condensateur, c'était QCC fois l'exponentielle de moins T sur tau. Je vais prendre cette équation-là et je vais la dériver par rapport au temps. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, QCC, c'est une constante, je le sors en avant. L'exponentielle, elle reste comme telle et il ne reste qu'à dériver l'exposant,
qui est moins T sur taux. Puis la dérivée de moins T sur taux, ça donne moins 1 sur taux. Fait que le moins va annuler le moins qui était là, et il reste sur taux qui est en bas ici. On peut simplifier cette équation-là. Étant donné que taux, c'est R fois C, ben je peux remplacer en bas ici, là, donc au dénominateur, la valeur taux par RC. Et QCC sur C, c'est epsilon, c'est la FM. Puis la FM sur R, c'est le courant. C'est le courant maximal. C'est le courant qu'on avait au début dans ce problème-là, c'est-à-dire ce qu'on va appeler ici I max, c'est-à-dire le courant à l'instant 0 quand on a fermé l'interrupteur. On va remarquer que le courant, il va diminuer en fonction du temps, ce qui est normal. Bien sûr, la quantité de charge diminuant tout le temps, mais il y a de moins en moins de courant. Donc, on va avoir une équation, I, qui est le courant maximal fois l'exponentielle de moins T sur taux. On peut regarder qu'est-ce qui arrive quand je commence avec un condensateur qui n'est pas chargé et qu'il va se charger. Donc, je vais le brancher dans un circuit avec une pile et une résistance. S'il n'y avait pas la résistance, encore une fois, instantané, mon condensateur, je le branche avec la pile, presque tout de suite, mon condensateur se charge et le problème est fini. La présence de la résistance fait en sorte que ce n'est pas ça qui va se passer. Donc ici, qu'est-ce qu'on a à l'instant 0? Bien, mon condensateur, il est complètement déchargé, il n'y a aucune charge sur le condensateur, donc delta V sur le condensateur est 0. Puis à l'instant 0, je ferme l'interrupteur et mon courant existe dans le circuit et est égal à R fois I. Que vaut le courant à ce moment-là? Bien, le courant va être maximal à l'instant 0. La différence de potentiel sur ma résistance va être égale à la différence de potentiel sur la pile, puisque delta V sur le condensateur donne 0. Et que la somme des delta V doit donner 0 sur mon circuit. C'est la loi des mailles. Cette fois-ci, mon courant va varier en fonction de la charge par rapport au temps. Et la charge, elle va augmenter dans le temps. Il va y avoir de plus en plus de charge sur le condensateur. À l'instant 0, il n'y en a pas, puis plus ça va, plus la quantité de charge augmente. Mon courant, la variation de la charge en fonction du temps. Et là, ce que ça va nous donner, c'est que la loi des mailles, comme on avait vu précédemment, donc la FM moins delta V sur le condensateur, moins delta V sur la résistance, va donner 0. Fait que je remplace par les mêmes équations comme on a fait tantôt. Donc delta V sur le condensateur qui est Q sur C, et delta V de la résistance, c'est R fois I. Et je vais me retrouver avec cette équation-là, dans laquelle je vais isoler tout ce qui a rapport avec Q d'un côté, puis tout le reste de l'autre. Et on va intégrer. Ça fait une démonstration qui est encore plus longue que la précédente. Fait que si vous voulez la voir, évidemment, elle est dans votre livre. Je vous en prie, regardez comment c'est fait. Moi, je vous donne la réponse. Donc, ça donne cette équation-ci. La charge sur le condensateur varie de la façon suivante. Donc, la charge maximale, QCC, qui cette fois-ci va être atteinte à la fin, multiplié par 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux. Et donc, on va avoir un phénomène très similaire à celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'après une demi-vie ou un temps de demi-décharge, on a la moitié de la charge maximale accumulée sur le condensateur. Et au bout de 2 temps de demi-décharge, on va avoir la moitié plus la moitié de la moitié. Donc, la moitié plus un quart, ça fait 3 quarts, et etc. Pour tendre tranquillement vers la charge maximale, quand T égale l'infini. C'est sûr qu'en réalité, une fois qu'on a dépassé 6 ou 7 temps de demi-décharge, on est pratiquement à 100% de la charge maximale. C'est pas nécessaire de continuer à regarder qu'est-ce qui se passe dans les secondes qui vont suivre. La charge atteint un maximum relativement rapidement. Qu'est-ce qu'on observe? Bien, on observe que le courant, lui aussi, il va encore diminuer en fonction du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon courant, si je prends l'équation qui est là, puis je la dérive par rapport au temps, je vais retrouver exactement la même équation qu'on avait quand le condensateur se déchargeait. Pourquoi? Parce que le courant, c'est la pente de la charge en fonction du temps. Donc, si je regarde le graphique qui est ici, puis je regarde la pente, initialement, la pente, elle est grande au début, le courant est très élevé, et plus le temps avance, plus la pente va être petite, et plus le courant va diminuer. Quand le condensateur va devenir complètement chargé, la différence de potentiel sur le condensateur va devenir la même que sur la pile, puis le courant arrête.
il n'y a plus de différence de potentiel sur la résistance parce qu'il n'y a plus de charge qui se déplace. Quand le delta V sur le condensateur et le delta V sur la pile sont pareils, mais il n'y a plus de charges qui peuvent se déplacer parce qu'ils sont rendus en parallèle, puis la résistance n'est plus parcourue par aucune charge et donc par aucun courant. Donc mon courant il va diminuer en fonction du temps que le condensateur soit en train de se charger ou de se décharger. Pour le courant, ça fait le même phénomène. On va faire un exercice. Donc, ce schéma-là est utilisé dans plusieurs exercices. On vous donne une pile de 9 volts, une résistance de 60 000 ohms, une capacité de 20 microfarad, et à l'instant 0, on va mettre l'interrupteur qui est ici au point P. C'est-à-dire que je vais brancher ma pile avec ma résistance et mon condensateur. À l'instant 0, le condensateur n'est pas chargé. Il est complètement déchargé quand le problème commence. Le delta V sur le condensateur, c'est 0. Puis on vous demande de déterminer à t égale à 2 secondes, ça va être quoi la mesure prise par le voltmètre et par l'ampèremètre. Donc on veut savoir, c'est quoi le delta V sur le condensateur et c'est quoi le courant dans le circuit à t égale 2 secondes. Donc je prends mon équation pour la charge du condensateur, puisque c'est ça qu'on a ici. On a un problème où le condensateur est en train de se charger. Et je vais calculer d'abord la valeur de la constante de temps, τ, qui est R fois C, donc 60 000 fois 20 fois 10 moins 6, qui va me donner 1,2 secondes. Ma charge maximale, c'est quand il n'y aura plus de courant dans le système et que la différence de potentiel sur la pile va devenir égale à la différence de potentiel sur le condensateur. Donc quand ça va être égal, on va avoir atteint le maximum. La quantité de charge maximale, c'est epsilon fois C, ce qui va me donner 9 fois 20 fois 10 moins 6, soit 1,8 fois 10 moins 4. Donc, je peux remplacer ces chiffres-là dans l'équation. 1,8 fois 10 moins 4 qui est ma charge maximale. τ qui est 1,2. On veut savoir quelle est la charge quand T va être égal à 2. Alors, je remplace tout ça et je trouve que la charge à ce moment-là, 1,46 fois 10 moins 4 coulombs. Bon, c'était pas ça la question. On ne voulait pas savoir c'est quoi la charge, on veut savoir c'est quoi la différence de potentiel. Mais delta V, c'est Q sur C. Fait que si je sais il y a combien de charge et que je connais la capacité du condensateur, je connais la différence de potentiel, soit 7,3 volts. On me demandait aussi de déterminer c'était quoi le courant. Il y a plusieurs façons de faire. La façon la plus simple de mon point de vue, c'est juste de faire la loi des mètres. Dire j'ai 9 volts ici, j'ai 7,3 volts ici, combien il reste sur la résistance. À l'instant t égale 2 secondes, pas n'importe quand, mais à ce moment-là, il y a 1,7 volts pour que la somme donne 0, si on fait la somme des 3 delta V. Donc, si j'ai 1,7 volts sur ma résistance, je sais que delta V égale à RI, 1,7, ma résistance 60 000, mon courant 1,83 fois 10 moins 5 ampères. Évidemment, j'aurais pu le faire en utilisant l'équation, dire mon courant, c'est la valeur max du courant, fois l'exponentielle de moins t sur τ, puis ma valeur max du courant, c'est au début, c'est à l'instant initial, c'est pas grave, en fait c'est quand, mais ici c'est au début, c'est delta V sur R. Donc initialement, quand delta V sur le condensateur valait 0, mais le delta V sur la résistance était égal à 9 volts. J'avais 9 volts ici, 9 volts ici, puis 0 là. Donc ça ici, delta V sur R, fois l'exponentielle de moins t sur τ, donc 9 sur 60 000, fois l'exponentielle de moins 2 sur 1,2. Ce qui va évidemment me donner la même réponse. Ça ne donne pas la même réponse qu'il y a quelque chose qu'on fait pas correct quelque part. Donc que je le fasse avec la loi des mètres ou avec cette équation-là, c'est bon les deux, c'est pas grave par où vous passez, ça donne la même chose. Un autre exercice. OK, on reprend le même montage, mais cette fois-ci, à l'instant 0, on va mettre l'interrupteur au point Q, en supposant que quand on fait ça, le condensateur était complètement chargé. On vous demande de déterminer le temps de demi-décharge ainsi que l'instant où la charge va atteindre 1 millième de sa valeur initiale. Donc, mon temps de demi-décharge, c'est RC fois ln de 2, ou τ fois ln de 2. Je l'ai déjà τ, je l'ai calculé tantôt, c'est 1,2. Fait que 1,2 fois ln de 2, ça fait 0,832, puis c'est ça la réponse, j'ai pas besoin de rien savoir d'autre. Ensuite, à quel moment est-ce que la charge va atteindre 1 millième de la charge maximale? Donc, je veux savoir à quelle valeur de t est-ce que Q va être 1 millième, donc 0,001, fois la charge maximale.
Je vais remplacer Q dans cette équation-ci, mon équation de décharge du condensateur, 0,001 fois QCC égale QCC exponentielle de moins T sur taux. Puis remarquez qu'encore une fois, les QCC, on peut les enlever, on n'en a pas besoin. Et donc, qu'est-ce qui reste? 0,001 égale exponentielle de moins T sur taux. Je vais faire le logarithme naturel de chaque barre, ln de 0,001 égale moins T sur 1,2, trouver T. 8,29 secondes. Donc, au bout de 8,29 secondes, le condensateur va s'être pratiquement complètement déchargé. Il va être passé de 100% à 0,1%. Donc, il reste presque plus de charge par rapport à la quantité de charge initiale. OK, ça c'est un exercice qui est vraiment intéressant. C'est la situation 3, la page 306. Vous avez ce circuit-là dans lequel on a une pile de 12 volts, 3 résistances de 1, 2 et 3 ohms, et 2 condensateurs, 4 microfarad et 8 microfarad. Et on vous demande de déterminer la différence de potentiel sur chaque élément. Mais chaque élément, mais pas la pile. La pile, c'est toujours 12 volts. Et la différence de potentiel sur chaque élément à l'instant 0. Et après un long intervalle de temps. C'est une façon de dire quand les condensateurs vont être complètement chargés. Fait que regardons d'abord à l'instant 0. À cet instant-là, il n'y a aucune charge sur les condensateurs. Les condensateurs étaient parfaitement déchargés au début du problème. Et s'il n'y a pas de charge, ça veut dire que ΔV sur mon condensateur vaut 0. Q égale à C fois ΔV. Fait que si Q vaut 0, ΔV vaut 0 aussi. Donc, ça veut dire que le potentiel est le même de chaque barre de chaque condensateur. Donc, ça veut dire que c'est la même valeur de potentiel à gauche puis à droite de celui-là, puis à gauche puis à droite de celui-là. Et donc, j'ai le même potentiel partout de là jusque-là. Nécessairement. Mais dans ce cas-là, évidemment, je vais avoir aussi le même potentiel de chaque côté de mes deux résistances, R1 et R2, parce que c'est toute la zone qui est rouge, qui est dans le fond à 12 volts. Si j'avais mis une mise à la terre ici, on le verrait bien. Donc, si ça, c'est mon 0 volt, puis que ça, c'est 12 volts, bien, tous ces points-là sont au potentiel 12 volts, parce que mes condensateurs n'ont pas de différence de potentiel. Mais si j'ai 12 volts en haut puis 12 volts en bas, j'ai pas de courant ici. Même chose sur la résistance 1. Si j'ai 12 volts en haut puis 12 volts en bas, il n'y a pas de courant. Il passe où le courant ici? Bien, il passe en haut, il traverse le condensateur, et il passe en bas, et il traverse la résistance 3. La résistance 3 est le seul élément pour lequel la différence de potentiel ne sera pas 0. 12 moins 12, ça fait 0. 12 moins 12, ça fait 0. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai 12. Parce qu'il faut que la somme des ΔV tout le tour donne 0. Fait que si j'ai plus 12 ici, je vais avoir moins 12 ici. Là, on ne cherche pas le signe, on cherche juste la grandeur. Et j'ai une différence de potentiel de 12 volts sur ma résistance 3. Plus intéressant, qu'est-ce qui arrive après un long intervalle de temps? Quand mon condensateur va être complètement chargé, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ce que ça va faire, c'est que mon condensateur A et mon condensateur B empêchent le courant de passer. Quand mon condensateur est complètement chargé, ça veut dire qu'il n'y a plus de nouvelles charges qui s'accumulent sur un côté du condensateur et qu'il n'y a plus de nouvelles charges qui repartent de l'autre côté. Il est chargé. Donc, il n'y a plus de courant dans toutes les branches où il y a un condensateur. Il n'y a pas de courant dans la branche qui est là. Il n'y a pas de courant dans la branche qui est là non plus. Donc, si je regarde le nœud qui est ici, il n'y a pas de courant dans la branche à gauche, puis il n'y a pas de courant dans la branche à droite. Pardon. Bien, il n'y a pas de courant dans la branche ici non plus. J'ai 0 ici, j'ai 0 là, je ne peux pas avoir un courant ici. La somme des courants doit donner 0. Si j'ai 3 branches, puis il y en a 2 dont le courant est nul, le troisième n'a pas le choix d'être nul aussi. Il n'y a pas de courant dans la résistance 2. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence de potentiel ici. Mon potentiel est le même partout ici. Il n'y a pas de différence de potentiel ici, donc mon potentiel est constant. Mon potentiel a la même valeur jusqu'ici et la même valeur jusque là. Donc toute la zone bleue est au même potentiel. Ici, j'ai mon potentiel qui est 12 volts. Si je me fie à la pile, ça ici, on pourrait imaginer que j'ai mis une mise à la terre et que ça, c'est 0 volts. Puis c'est quoi le potentiel ici? Je ne le sais pas. Quelque part entre 0 et 12. Il n'y a pas de courant ici. Fait que où est-ce qu'il passe le courant? Il y a du courant uniquement ici, dans les résistances R1 et R3. Alors, ma résistance équivalente, 1 plus 3, ça fait 4 ohms. J'ai une pile de 12 volts. 12 divisé par 4,
3 ampères. J'ai un courant de 3 ampères qui se promène dans cette maille-là du circuit. C'est quoi mon delta V sur la résistance 1? 3 ampères fois 1 ohm, 3 volts. Et dans ma résistance 3, 3 ampères fois 3 ohms, 9 volts. Mon delta V sur ma résistance 2, c'est 0. Mon delta V sur mon condensateur B, c'est aussi 0. Mon delta V sur mon condensateur A, c'est quoi? Mais c'est la même chose que sur ma résistance 1. Comment je le sais? Parce que j'ai rouge d'un côté, puis j'ai bleu de l'autre. Le condensateur A puis la résistance 1 sont en parallèle. Ils ont le même delta V, c'est-à-dire 3 volts. Un exercice à faire par vous-même. Considérez le circuit de charge suivant. Vous avez un condensateur dont la capacité est de 2 millifarad, une résistance de 400 ohms, ici, à un instant T quelconque. Pas au début, pas à la fin, à un moment donné. La quantité de charge sur mon condensateur est de 8 millicoulombs et le courant est de 3 milliampères. Déterminez la charge à l'instant 0. On en parle au début du prochain cours. Salut!